Bonjour à tous, hein, et puis merci de vous être connectés ce matin. Donc dans le cadre du cours identité numérique de l'ENSICAN, en fait je garde quelques conférences pour avoir des visions externes, industrielles, la plus souvent sur le sujet de l'identité numérique. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Joël Dinano, qui vient de la société FIM, hein, qui est une société qui est notamment implantée à Caen. Et puis, pour la petite histoire, hein, Joël Dinano, c'est un ancien étudiant de l'ENSICAN. Alors, je ne saurais pas dire quelle promo, mais il va nous le dire. Et c'est Joël, c'est quelqu'un avec qui moi je travaille aussi au niveau recherche. Puisque on a en ce moment 2 thèses CIFRE en cours avec la société FIM sur notamment, de façon plus précise, sur des sujets qui vont être abordés par Joël aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole à Joël, et puis il peut se présenter puis nous dire à quelle promo il sort de l'ENSICAN, et puis après on va pouvoir l'écouter. Et à la fin, vous pourrez poser vos questions, hein. En général, c'est par le chat, hein, n'hésitez pas. Et puis j'espère que ça va éclairer certains aspects du cours d'identité. Voilà. Merci en tout cas, Joël, hein, pour cette conférence. Avec plaisir. Merci pour cette introduction, Christophe. Alors, bonjour à tous. Oui, je m'appelle Joël et je suis de la promo 2005 de l'ENSICAN. Et voilà, donc c'était la promo informatique et réseau, la spécialité monétique et sécurité des systèmes. Et du coup, je suis resté sur Caen ensuite, et il y a FIM qui m'a offert un poste juste après la sortie d'école. Et du coup, je suis resté, je suis toujours à FIM depuis, parce que j'ai pu faire de plusieurs postes, évoluer, et à chaque fois, il y avait des choses intéressantes d'un point de vue technique, d'un point de vue humain aussi. Donc c'est pour ça que je suis toujours là et que j'aime bien ce que je fais. Et du coup, je vais essayer de partager avec vous quelques expériences que j'ai eues à FIM, notamment dans le cas de la biométrie, l'identité numérique, et de voir. Donc, il y a plusieurs choses à FIM. Là, je suis concentré sur la partie laboratoire et évaluation. Et donc, je vais essayer de vous montrer comment on fait des tests sur ce que vous avez appris en cours, en tout cas sur la partie qu'on fait nous à FIM, et essayer de vous parler d'anecdotes, de choses qui se sont passées, pour vous montrer un peu de concret dans le cadre d'une évaluation de produits biométriques. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai le chat devant les yeux et je vais essayer, que ça peut être dynamique. Si vous me posez des questions, je vais essayer de répondre en live. Et aussi, à la fin, de mettre un petit temps à la fin pour vous laisser aussi la possibilité de poser des questions et d'essayer, dans la mesure de ce que je peux faire, de vous répondre. Voilà. Alors, on peut partir sur... je vais commencer par vous montrer une présentation de FIM, pour ceux qui ne connaissent pas, voir ce qu'on fait, et justement dans ce cadre de la biométrie, les services qu'on peut faire, et voilà, vous montrer après aussi un peu dans le marché où on se trouve, et après de rentrer directement dans l'objectif de ce cours, qui est de vous montrer un peu les évaluations, comment on les fait. Donc pour ça, je vais vous montrer différentes architectures. Aujourd'hui, on peut se concentrer sur un secteur de marché qui pourrait être le paiement, et de vous montrer comment on utilise l'identification, l'authentification, et comment on fait des tests associés. Donc je vais vous montrer les gros acteurs mondiaux avec lesquels on travaille pour le paiement. Et après, on va essayer d'aller un peu plus en détail sur plusieurs tests qu'on fait, plusieurs particularités, et on va essayer de voir pourquoi ils ont été créés, ces tests, est-ce qu'ils ont été adaptés avec le temps, et des problèmes qu'on a pu voir et comment ça a été résolu par l'industrie. Voilà, et puis après, voilà quelques petits exemples concrets de choses qui se font en test. Alors voilà le planning pour cette petite heure qu'on a ensemble. Alors, donc là, je passe sur la présentation de FIM. Donc, l'idée là de ce graphe, j'ai l'impression qu'on ne voit pas très bien sur mon PC, et c'est une map monde, et il y a des points partout où on a une présence. Et voilà, du coup,
c'est important pour nous d'être présents mondialement et d'être proche des clients pour faire des debugs et de les accompagner. Et c'est important aussi pour les étudiants qui font des stages chez nous, qui veulent faire des stages à l'étranger. Ils peuvent profiter de cette opportunité. Alors là, c'est plus compliqué avec le Covid, mais sinon, on a toujours eu des apprentis et du coup, on peut les faire faire des stages. On a envoyé plusieurs apprentis à Taïwan, on en a envoyé au Canada aussi, et on a d'autres labos. On a une partie au Qatar, on a une partie aux US près de San Francisco, à Singapour, en Corée, au Japon, à Tokyo. Voilà. Donc du coup, l'idée c'est qu'on soit vraiment proche des clients et quand on a ça nous arrive, on a ouvert par exemple un labo en biométrie vraiment spécifique à Caen et on avait des clients qui sont en Asie et qui se disent bah, moi j'ai un produit biométrique, j'aimerais bien le tester, mais j'aimerais bien être là pour voir comment ça se passe et puis j'aimerais bien comprendre, être sur place pour réagir vite ou alors avoir un petit training, une formation. Et du coup, on se dit, bah voilà, c'est bête d'être à l'autre bout du monde quand on a un client qui a un besoin concret physique sur place. Du coup, on a étendu nos laboratoires et on vient d'ouvrir un laboratoire de biométrie à Taïwan. Comme ça, on a une présence pour l'Europe et une présence pour l'Asie. Voilà. Après, AFIM, ce qu'on fait aussi, et peut-être que ça peut intéresser certains étudiants qui veulent par la suite trouver. Alors, il y avait les stages, on a fait hier le forum virtuel, donc on a vu plusieurs étudiants. Et bah, n'hésitez pas aussi après, quand vous avez fini votre stage ou pour chercher l'entreprise, bah, si ça vous intéresse ce domaine, donc de l'évaluation et de la biométrie, bah, de postuler chez FIM. Et je voulais dire que, alors ça c'est la petite pub, qu'à FIM, on ne fait pas que de l'évaluation, on fait aussi tout un travail de consulting. Et je sais qu'il y a des élèves qui sont intéressés aussi par cette partie en disant on a envie de faire plutôt d'accompagner des clients dans leur gestion de projet, les accompagner dans leur développement, dans leur définition de produit. Et du coup, c'est quelque chose qu'on fait aussi à FIM. Donc voilà, donc il y a plusieurs opportunités. Voilà, alors là, c'est juste un petit slide pour dire vers où est-ce qu'on se trouve. Pour dire qu'on essaye de travailler du coup pour des clients, mais aussi de se rapprocher des organismes de standardisation pour avoir une présence technique là où les choses vont se décider. Et c'est pour ça qu'on participe aux groupes de travail qui sont sur l'ISO, à la FNOR pour la France. On travaille sur des groupes aussi comme FIDO Alliance que je vais expliquer après. Et l'idée, c'est d'être proche des groupes de standardisation, proche des autorités de certification qui établissent les plans de test et qui définissent les exigences. Et dans l'idée d'avoir des méthodes de qualité qui peuvent toujours arriver au but final, ce qui est de satisfaire les exigences de nos clients, qui sont d'avoir des produits de haute qualité et de haute interopérabilité. Et du coup, on essaye de mettre tout en place pour arriver à satisfaire ces exigences. Voilà. Alors, donc j'espère que vous avez vu une film. Alors, pour une vue d'ensemble de film, donc là, j'ai concentré sur la partie biométrie. Et on fait plein d'autres choses à film. Plus si on élargit, on fait tout ce qui est dans le paiement. Donc, on va faire de l'évaluation et du conseil sur les cartes bancaires, sur les terminaux bancaires, sur les paiements mobiles, le NFC. Et après, si on élargit, on fait aussi des choses sur toutes les transactions sécurisées électroniques. Et donc, on va travailler sur les passeports, sur les cartes d'identité. Voilà, donc c'est assez gros. Et on fait aussi du transport. Voilà, donc il y a beaucoup de domaines. Alors, je montrais ici dans la page des accréditations et des références qu'on peut avoir. Et alors, quelque chose qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en Normandie, eh ben, on a quand même un pôle assez intéressant sur tout ce qui est les transactions sécurisées électroniques, puisqu'on a, il y a des gros fournisseurs, il y a NXP qui est sur Caen, il y a Orange Lab aussi qui est là. Du coup, il y a des laboratoires de tests, donc il n'y a pas que FIM, il y a Elite aussi, il y a le pôle TES, et donc du coup, c'est bien parce que ça fait une petite bulle où on arrive à être connu du coup sur le pôle de Normandie.
Donc voilà, alors des logos, je ne sais pas si vous en reconnaissez certains, donc certains oui, donc on voit, je vais expliquer Fido Alliance après, il y a American Express, et du coup, on peut travailler quand on est dans le milieu de l'évaluation et du conseil avec des gros clients, comme voilà, on a Samsung, en France, il y a Idemia, et donc voilà, vous voyez tous les logos. On peut travailler avec Mastercard, avec Visa, et des fabricants de terminaux, Verifone, on travaille avec Discover pour la partie États-Unis. Donc du coup, c'est intéressant puisqu'on peut creuser à chaque fois les besoins de chacune de ces entités et essayer de voir comment on peut mettre les personnes en relation et trouver des services qui les aident. Donc voilà. Je regarde toujours si vous avez des petites questions ou pas, non. Après, quelque chose qui est très intéressant aussi, je trouve, c'est que il y a le réseau aussi qui est important. Et du coup, alors je vous dis, moi je suis la promo 2005, et ça m'a fait super plaisir quand je vois que, par exemple chez Mastercard, en discutant avec des personnes des équipes techniques, et ben, je me suis rendu compte qu'il y avait une personne qui venait de l'ENSICAN. Et du coup, ça crée tout de suite un lien. Et c'est un peu, je trouve que c'est un vrai plus. Quand on doit discuter et qu'on a des petits problèmes et on a envie de s'arranger, bah, des fois c'est eux qui vont nous appeler, c'est moi qui vais l'appeler, et du coup ça fait comme un lien où on s'entraide, peut-être un peu plus que si on était des personnes qui n'avaient pas d'historique. Et c'est pareil, j'ai trouvé chez Idemia des collègues qui venaient de l'ENSICAN, et tout de suite après quand on se déplace et on fait des débugs chez eux, bah après on voit, on va manger ensemble, et puis du coup on discute, et du coup c'est super intéressant aussi pour voir leurs problématiques qui n'iraient pas forcément comme ça à des inconnus ou des partenaires classiques. Donc du coup c'est vraiment important ce réseau, et du coup on le voit dans les clients et dans nos partenaires. Alors voilà, donc là c'était donc la partie film. Et là je vais pouvoir discuter un peu avec vous sur la partie un peu plus technique et voir comment, donc là on va enclencher la partie évaluation. Donc pour évaluer des produits, il faut connaître les différents types de produits qui existent sur le marché, les différentes implémentations. Et après, on va pouvoir adapter les tests suivant les implémentations. Donc, si on est dans le domaine du paiement et de la biométrie, il va falloir authentifier le porteur. Donc, du coup, ce qui se fait historiquement avec le code secret peut se faire avec l'aide de la biométrie. Et pour ça, il y a on voit en tout cas aujourd'hui dans ce qu'on évalue, 4 systèmes. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaissait ces systèmes ou les a déjà vus. Alors, bon, le premier, la biométrique on mobile, la CDCVM, là, tout le monde voit bien, je pense. C'est du coup, on utilise des applications de paiement qui sont sur notre téléphone pour payer, et on va s'authentifier grâce au téléphone mobile qui aura soit un capteur de fingerprint, soit le facial. Et on peut payer comme ça. Alors, personnellement, c'est la façon que je préfère. Je paye comme ça partout où je peux payer. Dès que les terminaux acceptent le sans contact, j'utilise cette méthode. On n'est pas bridé par un plafond à 30 € ou autre. On peut déverrouiller facilement. L'expérience utilisateur est très bien. Alors, je ne sais pas vous si vous utilisez aussi cette solution, principalement. Je regardais s'il y avait des commentaires dans le chat. Alors, ensuite, il y a d'autres méthodes. On peut parler de la première, c'est Biometric Sensor on Card. Alors, est-ce que vous en avez déjà vu? C'est des cartes bancaires. Donc, il y a le chip d'un côté, et de l'autre côté, il va y avoir un petit espace où il y a un capteur pour mettre l'empreinte digitale. Alors, vous trouvez, si vous tapez sur Internet, de toute façon, vous avez sûrement vu en cours, évidemment. Du coup, comment ça fonctionne? C'est que la carte, elle a soit une batterie, soit elle n'a pas de batterie. Du coup, ça joue pas mal sur les évaluations qu'on fait, notamment dans les consommations électriques. Et donc, du coup, elle va utiliser soit
sa batterie, soit le champ électromagnétique du terminal sans contact, par exemple, pour alimenter son module et son matcheur, et il va vérifier que la personne qui met son doigt, quand elle voit les minuties, ça correspond bien au template qui a été enrôlé. Donc c'est quelque chose qui est plutôt qu'elle vend en poupe. Quand on discute avec des banques, et ils nous disent, je me rappelle d'un call que j'ai fait avec des banques, ils ont le pilote, ils ont des cartes, et ils sont juste en train d'attendre, et ça c'est intéressant, ils se disent, est-ce que les gens sont prêts, est-ce qu'on ne va pas risquer d'avoir des problèmes de user experience ou d'interopérabilité, et si il y a ce problème, eh bien, ça risque de faire rater tout le concept, et du coup ils sont un peu frileux à lancer c'est sur le marché français, cette carte-là. Et du coup, c'est là où nous, en tant que partenaire, on va dire, on peut vous aider si vous avez peur sur l'expérience utilisateur, si vous avez peur sur l'interopérabilité, on peut vous aider à donner de la confiance dans votre produit. Voilà, donc du coup, c'est toujours important de réfléchir en se disant, on fait pas des tests ou du conseil parce que c'est dans notre catalogue et on fait ce qu'on sait faire. C'est se dire quel est le besoin du client, quels sont les besoins de nos partenaires et comment on peut adapter peut-être nos services pour satisfaire leurs besoins. Et c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne le plus, et qu'on a des bonnes relations de partenariat ou entre les industries et puis les labos. Alors voilà, la première solution, c'est celle-ci. La deuxième solution, c'est d'avoir un match sur le terminal. Donc, c'est-à-dire que le capteur d'empreinte digitale, il est sur le terminal, ou ça peut être du facial aussi. Alors, dans le cas de l'empreinte digitale sur le terminal, on va insérer notre carte, et l'enrôlement de la personne va faire qu'il y a un template qui va être créé et mis sur la carte. Sauf que la carte n'aura rien pour vérifier. On met la carte dans le terminal, on pose notre pouce sur le capteur qui est sur le terminal, et le terminal va envoyer des APDU à la carte. C'est un peu le même concept des APDU pour vérifier le code secret. Donc, c'est des verify biométriques. Et du coup, le terminal va envoyer le template de ce qu'il a reçu à la carte, qui va lui répondre oui ou non, si ça matchait ou matchait pas. Et donc, du coup, on voit, ça a été développé par EMDeco. Il y a toutes les specs qui disent, voilà, le terminal peut utiliser de la biométrie, soit ils ont listé plein de modalités. Ils ont parlé de l'empreinte digitale, du facial, palme, ils ont parlé du poignet aussi, ils ont parlé de plein de choses qui pensent pouvoir arriver sur le terrain. Alors après, à votre avis, est-ce que entre les deux, je vais présenter la troisième et je vais vous demander qu'est-ce qui marche le plus aujourd'hui. La troisième, c'est le match on host. Cette fois-ci, le template va être non pas enregistré sur notre carte, mais enregistré sur des serveurs de la banque. Et c'est quand on va mettre notre doigt sur le terminal va envoyer les données dans un cloud, et les serveurs de la banque vont répondre si oui ou non ça matchait. C'est un peu comme le Verify PIN online, qui se passe dès qu'on met dans des distributeurs de billets, par exemple, c'est toujours un Verify PIN online. C'est toujours la banque qui va dire oui ou non. Et bien là, ce serait la banque qui dit oui, j'ai authentifié la personne grâce à un template que j'ai stocké de façon sécurisée. Bon, voilà, donc ça fait quatre choses différentes, 4 implémentations. Alors, à votre avis, sur les 3 premières, là, laquelle va fonctionner le plus? Alors là, je vois que vous réfléchissez tous. Mais oui, voilà, je dis bien, merci Christophe. 2, oui. Alors, du coup, c'est qu'on voit que les 3 vont pas fonctionner. Et aujourd'hui, en plus, avec la problématique du coronavirus, il y a des problématiques en plus qui sont venues. Il y a la problématique des réglementations et des régulations sur la GDPR, la gestion des données sensibles. Donc, du coup, celle-là, on a vraiment du mal à la voir. Se dire que tout ce qui est régulation, on va stocker nos données dans un serveur quelque part et il va faire la vérification, ça, on n'est pas vraiment prêt. Et ces deux-là, du coup, c'est celles qui sont plus déployées, en sachant que celle-là, elle est très freinée, parce qu'il faut qu'on mette notre empreinte digitale, nos doigts, sur des lecteurs, là où tout le monde touche également. Donc du coup, là, les projets qu'il y a dessus, ça fait un moment qu'on n'en voit plus au labo, en tout cas. Et on voit plus au labo celle-ci,
Donc là, ça évolue comme ça et on a plus de biométriques sensor on card où chacun se dit j'ai ma biométrie, mes données sensibles, eh ben, elles sont stockées sur ma carte que j'ai chez moi, donc ça rassure, et je mets mon empreinte digitale que sur mes objets à moi et je ne partage pas. Voilà. Donc oui, donc celle-là, elle marche bien. Et sur les trois là, c'est plutôt ces deux premières là qui ont vu des projets passer au laboratoire. Et en ce moment, récemment, c'est plutôt que celle-là qu'on voit. Donc voilà, en fait, c'est intéressant parce que du coup, techniquement, il y a plein d'options. Et finalement, ça va être le marché, les utilisateurs finaux qui vont faire qu'il y a une technologie qui va marcher plus que l'autre. Et c'est pas forcément la plus sécurisée, c'est pas forcément la moins chère. Il y a vraiment plein de facteurs qui font que le marché va choisir plus une technologie qu'une autre. Donc, on voit différents types d'implémentation. Et maintenant, on peut voir pourquoi c'est important de les évaluer, de les tester. Alors, il y a 4 points principalement. Le premier, c'est la sécurité. Deuxième, l'expérience utilisateur. Troisième, la qualité et la compliance. On pourrait mettre aussi l'expérience utilisateur. Non, je viens de dire n'importe quoi. Qualité, assurance, compliance, et je voulais dire les régulations. Et quatrième, c'est l'interopérabilité. Alors, sécurité, on comprend bien que si on veut autoriser une transaction en disant l'authentification s'est fait grâce à un moyen, on a envie que ce moyen soit sécurisé. Aujourd'hui, on a encore des moyens qui sont vraiment très limites sur la signature dans certains pays. On comprend bien que le niveau de confiance qu'on peut avoir va être beaucoup plus faible qu'un code ou la biométrie. Et donc, du coup, si on fait de la biométrie, on va se dire il faut qu'on mette de la sécurité pour éviter qu'on puisse faire du spoofing, que imaginons que c'est du facial, si juste vous prenez une photo de quelqu'un et que vous approchez le téléphone de la photo et que vous mettez devant la caméra, si ça débloque le téléphone mobile ou si ça valide pour un paiement, bah c'est qu'il y a un gros problème et que ça sera très risqué. Et vous imaginez des grosses failles qu'on pourrait trouver qui seraient trouvées comme ça sur le marché, ça pourrait mettre à mal un système, un produit, une marque de téléphone. Voilà. Donc du coup, c'est important d'avoir une sécurité et de s'assurer que les produits sont résistants aux attaques les plus connues. Voilà. Donc du coup, il faut qu'il y ait de l'anti-liveness, des choses qui vérifient qu'il y a bien quelque chose de vivant derrière, que c'est pas juste une photo, et des choses qui puissent même encore plus sécuriser. Et donc, pour faire ça, il faut des évaluations. Et donc, du coup, les autorités de certification se disent, on va passer par des laboratoires qui auront des plans de test précis et on va vérifier que tous les laboratoires vont avoir les mêmes façons, le même niveau de qualité et on va s'assurer du niveau de sécurité qu'on a exigé. Ensuite, deuxième point, c'est l'expérience utilisateur. Et ça, c'est très poussé en ce moment, puisque c'est ça qui va faire que le produit va fonctionner ou pas. Et donc, du coup, il faut vérifier que ça sera bien pour le porteur au final. Alors, comment, à votre avis, quelle exigence, si vous étiez une autorité de certification, vous pourriez dire en disant quelle contrainte, quelle exigence on pourrait mettre en tant qu'expérience utilisateur qui sera attestée par des laboratoires? Je regarde s'il y a des petites réponses dans le chat. Voilà. Alors, merci Christophe. Alors oui, un test sur un panel. Et c'est justement ce qu'on fait. Les autorités disent, bah voilà, ça va fonctionner, mais c'est pas parce que ça va fonctionner dans un labo sur juste quelques personnes que ça va être, qu'il n'y aura pas de problème dans l'expérience utilisateur. Donc du coup, ils nous disent, bah voilà, on aimerait que vous utilisez ça peut être FIDO Alliance demande par exemple 123 personnes. Et il faut que ça soit réparti suivant plusieurs critères. Il y a l'âge, ça peut être aussi l'ethnie. Des fois, ils nous disent, on sait que le produit sera déployé dans telle partie du monde. Et ben du coup, on veut que ça fonctionne. Et ben essayez d'avoir des évaluations, un panel qui comprend des personnes de la région où ce sera déployé. Il y a aussi les gens, on ne peut pas faire que des hommes pour faire les tests, c'est pas possible, ils veulent qu'il y ait une répartition et ils réglementent en donnant des pourcentages un peu dessus. Donc voilà un exemple
pour assurer l'expérience utilisateur. Un autre exemple, ça peut être aussi le temps que va mettre l'authentification. Si vous voulez faire un paiement et qu'il faut 5 secondes à rester sur votre terminal sans contact avec vos doigts dessus, ben là, l'expérience utilisateur va être très mauvaise. Donc du coup, ils ont dit, on va réduire ce temps-là. Et donc, à votre avis, en termes de temps, quel est le maximum autorisé pour certaines autorités de certification, pour la partie authentification? Deux secondes, dit Léo. Bon, t'es proche, t'es peut-être un peu trop gentil, je trouve. Parce que 2 secondes, ça pourrait être comme un poil un peu long, parce qu'en plus, il faut rajouter ensuite le temps de la transaction bancaire. Kojo, super, bravo Kojo, c'est ça. C'est 1 seconde. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et on voit les autorités de certification qui se disent, mais c'est quand même, on met ça parce qu'on sait que personne n'arrivera à faire moins. Mais c'est vraiment non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour une transaction bancaire, ce qu'on prend sur la carte, c'est 300 millisecondes à la carte, auquel on rajoute 1 seconde. Donc on autorise 1 seconde 3. Après, il y a le terminal qui prend aussi du temps, en gros 100 millisecondes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a jusqu'à 1,4 secondes pour faire une transaction bancaire en sans contact. C'est-à-dire que vous mettez votre doigt, vous approchez sur le terminal sans contact, et il faut rester collé dessus pendant, ça peut aller jusqu'à 1,4 secondes. Donc, on est vraiment limite, ça peut être un peu long. Et les autorités poussent les industriels en disant, régulièrement, ils diminuent la barre du temps de performance pour forcer un peu l'industrie à essayer d'aller de plus en plus vite et d'avoir une expérience utilisateur où on met nos doigts, on pose sur sans contact et hop, ça bip, on peut la retirer. Et je commence à avoir le soleil dans la tête. Voilà, très bien. Alors ensuite, le Quality Assurance et Compliance. Donc là, on fait des tests. Il faut que le produit il soit donc d'une qualité minimale pour satisfaire les clients finaux et aussi d'être compliant avec les régulations locales. Et donc, du coup, on voit en Europe, il y a le PSD2, il y a la Strong Customer Authentication, et il y a plein de choses où il va falloir tester ce mécanisme de second facteur d'authentification pour s'assurer qu'on est bien conforme aux réglementations du pays, ça peut être domestique ou d'une région comme l'Europe. Et le dernier point, c'est l'interopérabilité. Et donc là, il faut être sûr que les cartes et les terminaux vont fonctionner partout dans le monde. C'est pas parce qu'on achète une carte en France qu'on va l'utiliser qu'en France. Quand le confinement sera terminé, on va voyager partout dans le monde. Et si on a un terminal sans contact à Singapour et qu'on veut mettre notre empreinte digitale sur notre carte de paiement, on veut que ça fonctionne. Donc il faut s'assurer que ça sera interopérable partout dans le monde entier. Et pour ça, il faut évaluer. C'est pas parce qu'on se dit, ça on a remarqué depuis longtemps, c'est pas parce qu'on a testé un terminal juste lui-même, il fonctionne bien, on teste une carte juste elle-même, ça fonctionne bien, et on se dit c'est bon, on déploie partout dans le monde. Et maintenant, ça fait longtemps qu'on rajoute des tests qu'on appelle les tests d'intégration ou d'interopérabilité, où on va s'assurer que sur un panel de terminaux, on va tester notre carte et on va même si elle fonctionne bien avec des bancs de test, on va quand même faire des transactions réelles. Enfin, du coup, on fait vraiment un montant sur le terminal, on fait une transaction, sauf que le terminal, il va jamais, il n'est pas connecté à la banque. Il est juste connecté à des serveurs virtuels qu'on a. Et du coup, on va faire des transactions et des fois, on a des problèmes. On a des problèmes de couplage entre l'antenne du terminal et l'antenne de la carte, parce que l'antenne de la carte, c'était une demi-antenne, parce qu'il y a une batterie dans la carte qui fait qu'elle va avoir un petit problème de consommation au début. Et des fois, on a des problèmes. Et du coup, quand ça a ces problèmes, on met des gros warnings et on fait des analyses supplémentaires pour dire attention, si vous déployez cette carte-là sur le terrain, ça risque de ne pas fonctionner. Et là, ça ne sera pas interopérable. Et il y aura des problèmes d'expérience utilisateur. Donc, du coup, on doit essayer de cibler où était le problème et conseiller au client de le corriger. En tout cas, c'est vraiment ces axes-là, pourquoi on fait du test. C'est vraiment pour ces 4 points. Voilà, je pense que vous n'avez pas de questions là-dessus. Je regarde s'il y a un petit coup de chat.
Il y a Nabil qui avait une question. Hop. Ah non, j'ai vu que... Si. Non, ça va. Très bien. N'hésitez pas, hein, c'est sympa quand vous posez des questions. Alors, sur ce slide-là, je voulais montrer l'architecture et les faiblesses qu'il peut avoir, puisque dans le système, si on arrive à cerner les faiblesses d'un système, on va réussir à essayer de mettre des contre-mesures et on va essayer d'évaluer ces contre-mesures pour s'assurer de la sécurité, notamment. Donc là, c'est comment fonctionne un système biométrique. Donc tout ça, c'est ce que vous avez vu en cours. Et donc du coup, on peut voir, là dans les flèches rouges, on peut voir toutes les faiblesses, et se dire, bah, là, il y aurait un risque d'attaque, par exemple. Et donc du coup, il faut qu'il y ait des contre-mesures. Et au laboratoire, on va s'assurer que si on reproduit des attaques, les contre-mesures du produit fonctionnent bien. Donc, il y a plein de choses. La première, c'est sur le sensor lui-même, on pourrait mettre une fausse biométrie. C'est ce que j'ai parlé tout à l'heure de spoof, ça peut être des faux doigts si on fait du fingerprint qu'on va approcher sur le sensor, et il faut que le sensor détecte que ce n'est pas un doigt vivant. Voilà, donc ça c'est des tests. C'est des tests qu'on va faire au laboratoire à film. On va s'occuper de cette partie-là et on va avoir tout le matériel pour créer des faux doigts avec plein de matières. On a de la gélatine, du latex, on a des pâtes à modeler spécifiques et on va pouvoir créer des moules, couler la matière et approcher des faux doigts des capteurs qu'on veut tester. D'ailleurs, suivant les autorités, ça c'est un peu spécifique, on a le droit ou pas à la coopération des personnes. Alors certaines autorités, quand elles vont faire les évaluations, vont dire, pour créer vos faux doigts, vous prenez vos doigts vous-même, on met dans un moule, en fait on utilise de la résine de dentiste, on va faire un moule de nos doigts, et après on va pouvoir couler des matières pour faire des faux doigts. Donc ça c'est une méthode, et il y a d'autres autorités qui disent, non on ne fait pas comme ça, parce que si dans la réalité un attaquant veut essayer de faire étudier cette faiblesse, eh ben, il ne va pas demander à quelqu'un, est-ce que tu peux bien mettre ton doigt dans un moule, parce que je voudrais réutiliser ce moule-là pour faire des faux doigts et puis utiliser ta carte bancaire à ta place. Donc, non, c'est pas possible. Donc du coup, la personne, elle n'aura accès que à des empreintes digitales latentes, qui pourraient rester sur un verre ou autre, ou sur quoi que ce soit. Et donc du coup, pour ces autorités-là, elles ont dit, maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est que vous fabriquiez des faux doigts, mais à partir de juste des empreintes latentes. Donc, soit vous prenez des empreintes comme sur des verres ou ce que vous voulez, et vous prenez des photos, vous le travaillez, vous faites un pré-processing, et vous en créez un moule, et après vous mettez des matières. Ou alors vous prenez à partir d'empreintes digitales 2D qui pourraient être volées d'une base de données, par exemple, donc vous simulez ça, vous avez juste une image 2D, et vous vous débrouillez pour faire un moule. Donc là, pour ces évaluations-là, du coup, on est équipé en imprimante 3D de très haute résolution avec un système à résine et UV, où on va pouvoir, à partir juste d'une image 2D, faire du pré-processing, la transformer en moule 3D, l'imprimer, et du coup, on a de quoi ensuite placer des matières dessus. Voilà, donc du coup, on doit adapter nos évaluations par rapport aux méthodes demandées par les autorités de certification, qui sont liées au type de sécurité qu'ils veulent vérifier avant d'autoriser un produit à être émis sur le marché. Donc voilà un exemple de ce qu'on fait ici. Alors ensuite, il y a d'autres points qui peuvent être attaqués, genre entre le capteur et le prochain module qui est le feature extractor, on peut faire du replay attack. On peut faire un override aussi des réponses. Il y a plein d'overrides qui peuvent se faire. On peut aussi, le matcher, on peut le bypasser, ou on peut, le plus simple serait à la fin de la décision du matcher, bah, si on arrive à rentrer ici dans cette communication-là, on va dire au système de paiement, ah oui, c'est bon, c'était vraiment la bonne personne, alors qu'elle aurait dit non. C'est comme une yes card. Si on attaque ici, ça fait comme une yes biométrique card. Donc ça, c'est à vérifier. Quelque chose aussi, c'est les templates qui sont enregistrés sur la carte. Imaginons qu'on ait accès à cet espace mémoire et qu'on remplace le template par un autre. Du coup, on pourrait s'authentifier. Donc là, il faut que cet espace soit vraiment sécurisé. Un peu comme aussi notre code secret qui est enregistré de façon sécurisée sur la carte. Donc toute cette partie-là, ça se fait dans des
laboratoires sécuritaires voilà, qui existent, il y en a plein. Donc là, on travaille avec des partenaires, on ne fait pas ces tests-là à film. On a des partenaires qui permettent de faire ces tests-là. Du coup, quand un client veut venir et faire toute son évaluation, ben, on se sépare le travail avec des partenaires pour cette partie sécurité poussée. Voilà. Bon, si vous n'avez pas de questions, je vais pouvoir passer au suivant. En tout cas, c'est vraiment l'idée, c'est ça, c'est de voir sur un produit où peuvent être les faiblesses et comment on peut évaluer la résistance à ces faiblesses. Alors, oui, question d'Arnaud, est-ce qu'on fait des tests sur plusieurs labos pour l'indépendance? Alors, on a plusieurs alors, attends, j'essaie de comprendre. Alors, ce qui se passe, c'est que les autorités de certification, elles aiment bien ne pas avoir qu'un seul labo. Donc, elles vont dire, on veut plusieurs laboratoires pour faire les évaluations. Elles vont faire des audits dans chacun des laboratoires pour vérifier que tout le monde a les mêmes pratiques et respecte bien les exigences des plans de test. Donc, si on prend le cas de FIDO Alliance, par exemple, ils vont avoir, aujourd'hui, il y a 9 laboratoires chez FIDO Alliance. Ensuite, si la question, c'est sur plusieurs labos en tant que FIM, nous, à FIM, sur la biométrie, on a 2 laboratoires, un à Caen et un à Taïwan. Et on fait des tests aussi, des fois on croise pour assurer qu'on a le même niveau. Par exemple, là, il y a un test qui a été testé le mois dernier à Taïwan. On leur a demandé qu'ils nous envoient un échantillon et on va faire des tests sur l'échantillon pour croiser les résultats et vérifier qu'on a bien le même niveau de qualité, le même niveau de résultat dans tous les laboratoires. J'espère que j'ai répondu à ta question, Arnaud. Alors après, est-ce qu'on teste la question de Bastien, est-ce qu'on teste toute la vulnérabilité du système ou certains cas de figure sont-ils tellement difficiles à mettre en œuvre que certains peuvent être ignorés? Alors ça, c'est toujours des questions très, très intéressantes. C'est jusqu'où on va dans la couverture des tests. Et en fait, on se rend compte que on doit trouver un équilibre. Et c'est les autorités de certification qui ont la responsabilité de trouver cet équilibre en se disant une évaluation, on est contraint par le marché en termes le coût que va prendre cette évaluation, le temps que va prendre cette évaluation, et le niveau de sécurité et d'interopérabilité et d'user experience qu'on veut exiger. Et on se rend compte aujourd'hui que il y a différents niveaux d'évaluation suivant les besoins. Par exemple, si vous avez un besoin d'authentification sur un téléphone, ça ne va pas du tout être le même que de l'authentification pour des zones hautement sécurisées, que ce soit pour... il y a plein de domaines. Donc, du coup, suivant le niveau de sécurité qu'on veut à la fin, et ben, du coup, on va avoir des tests qui vont être adaptés. Et alors, du coup, c'est vraiment intéressant ta question, parce qu'on voit finalement qui est-ce qui va définir cette frontière en disant jusqu'où on va dans l'évaluation. J'avais dit que c'était l'autorité de certification. Du coup, maintenant, on peut se poser la question, qui est cette autorité de certification? Quels sont les membres qui la composent? Alors, du coup, ça va un peu avec ce slide-là. Là, je montrais des entités. Si on prend le premier, ça va être EMBCO. Donc, EMBCO, ça va être un regroupement des gros payment schemes, donc Mastercard, Visa, American Express, Discover, JCB, la Chine aussi, China Union Pay. Eux, ils vont se dire, on veut protéger notre marque. Donc, on veut protéger le fait que si on paye avec une Mastercard quelque part dans le monde, bah, c'est sécurisé, j'ai confiance. C'est bon, c'est une Mastercard, je peux payer. Donc, eux, ils vont se dire, on va mettre des exigences avec un niveau assez poussé pour se dire, on a confiance, ça va être sécurisé. Et après, on ne veut pas non plus qu'il y ait 6 mois d'évaluation avant de sortir une carte et que ça retarde le marché. Donc, ils se sont dit, OK, on met un niveau de sécurité minimal. Après, on va définir les rôles, les responsabilités de chacun. Et ça sera à la banque, quand elle va faire payer le prix de la carte, de dire, elle prend sur elle parce que suivant tel et tel type de fraude, ça sera la banque qui pourra être responsable. Et donc, du coup, c'est à elle de payer. Bon, ils ont fait leur évaluation comme ça. Après, on a d'autres personnes. On a FIDO Alliance, par exemple. Eux, là, ça va être cette autorité de certification. En fait, c'est un regroupement d'industriels
Donc là, c'est vraiment les personnes qui fabriquent des téléphones mobiles, des cartes, des PC. Et du coup, il y a des très gros dedans. Il y a Google, Apple, Microsoft, Amazon. Eux, ils vont se dire, nous, ce qu'on veut, c'est que l'évaluation, si on la met de façon très, 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 très stricte, bah, du coup, on va se tirer une balle dans le pied parce ça va être rejeté sur nos produits. Si on met, et du coup, ils vont se dire, il faut qu'on arrive à le mettre à un niveau où nous, on passe et que c'est peut-être pas les concurrents. Donc là, ça devient un peu stratégique. Et du coup, on voit que les exigences en termes de critères de valeur ne sont pas du tout les mêmes, par exemple, entre ce que Mastercard va demander et Fido Alliance. Et parce que Fido Alliance, au début, et là, ils ont rectifié, au début, ils l'avaient mis assez bas pour essayer de lancer les produits sur le marché. Et là, on voit, ils ont mis à jour. Donc, il y a une version qui est mise à jour, du coup, à la fin de l'année, qui va être en place pour l'année prochaine, où ils ont revu les critères à la hausse. Et là, ça devient beaucoup plus dur de passer l'évaluation. Donc, du coup, c'est plus adapté au marché pour vraiment s'assurer de l'expansion rapide des produits et d'adapter ensuite, c'est une méthode qui est un peu plus agile. Et donc du coup, tous les cas de figure ne sont pas évalués dans les systèmes, puisqu'à chaque fois, c'est adapté au niveau de sécurité finale qu'on veut. Voilà. Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question, Bastien. Je suis en train d'écrire. Si tu réponds non, je suis embêté. Très bien, ouf. Bon, c'est bon, merci. Donc là, les entités dans ce slide, je parlais, voilà, alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans le paiement. Donc, il y a EMVCO, que j'ai parlé. Il y a Fido Alliance, je vais en parler un peu. Il y a les schémas de paiement qui sont nationaux, internationaux. Il y a les régulations en Europe. Il y a les banques, il y a beaucoup d'acteurs. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est que ces gros acteurs sont en train de dialoguer ensemble pour essayer de trouver des bases communes sur l'évaluation des produits biométriques et de l'authentification. Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment en ce moment, ça bouge pas mal en ce moment. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Web Payment Security Interest Group. Ça a été fait par, au début, EMVCO, Fido Alliance et W3C. Et il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint. Et on voit, il y a vraiment les gros. Il y a Google, American Express, il y a Microsoft, Mastercard, UnionPay. Il y a vraiment des gros. Et ils ont fait, là, sur le 5 novembre 2020, ils ont sorti un document, donc ça vient juste de sortir, c'est comment, justement, toutes les spécifications qui existent aujourd'hui sur EMVCO, sur 3DS, sur la tokenisation, sur SRC, sur Fido Alliance, comment ils sont en train de mettre tout ensemble pour voir comment tout peut s'harmoniser et avoir un système encore plus orienté expérience utilisateur, sécurité et interopérabilité pour justement que ce soit un déploiement encore plus fort. Et donc, vous pouvez retrouver sur Internet, voilà, si vous tapez Web Payment Security Interest Group, vous allez pouvoir retrouver du coup les documents qu'ils ont fait, là, le tout dernier. C'est vraiment intéressant parce que ça montre un peu comment toutes les specs techniques qui existent peuvent être liées entre elles, et ils disent ce qu'ils vont faire après sur les prochaines qui vont arriver en 2021 sûrement, comment ils vont mettre à jour un peu les specs pour que EMVCO 3DS puisse utiliser encore de façon plus puissante le produit de Fido Alliance. Par exemple, il y a ça. Donc, on a déjà vu que Fido Alliance avait déjà des gros industriels qui avaient déjà des méthodes d'évaluation, et ils ont mis à jour leurs méthodes pour que tout le monde soit synchro. Donc aujourd'hui, on voit que les gros acteurs du monde sont en train de se synchroniser pour avoir une grosse même méthode et assurer l'expérience utilisateur de façon mondiale par tout le monde. Et c'est ce qu'on voit. Si on regarde par exemple les produits Google, jusqu'à maintenant, c'était Google qui évaluait les produits. C'est OK Google c'est mon téléphone qui s'est mis en route quand j'ai dit Google. Ça fait peur. Et donc du coup, Google. Démarrez votre téléphone, appuyez sur le bouton marche. Donc du coup, jusqu'à maintenant, Google faisait des évaluations chez eux, notamment sur la biométrie. Et ils avaient leurs critères. Ils se sont rapprochés de Fido Alliance dans les
les derniers mois, ils ont travaillé, c'était dans les groupes de travaux, et maintenant, ça change en disant que Google va pouvoir travailler avec des laboratoires qui sont accrédités par FIDO Alliance. Et donc, du coup, on a vu avec eux, et FIM, là, on a reçu l'information, on est accrédité par Google, c'est vraiment énorme, pour faire des évaluations de produits biométriques. Et voilà, et Google va se raccrocher à FIDO Alliance. Voilà, donc tous les gros acteurs du marché sont vraiment en train de travailler ensemble pour essayer de rendre les choses plus synchronisées. Et c'est ce que je vous ai dit sur la slide qu'on avait vue avant. C'était les points. Pourquoi c'est important l'évaluation? Sécurité, expérience utilisateur, interopérabilité et compliance. Ces 4 points-là, c'est ce qui fait que tous les gros acteurs du monde travaillent ensemble pour arriver à satisfaire ces 4 points. Voilà. Et oui, je regardais, il est déjà 36. Bon, du coup, il reste 10 minutes de questions. C'est fou tout ce que comment je parle trop. Alors, je vais finir en 2 minutes. Qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, je vais vous dire des choses, je vais terminer avec des petits exemples concrets. On a fait dans différents tests, j'avais plein de choses à dire, mais là, on va faire celle-là. Je vous ai dit qu'on a besoin d'un merci Christophe pour les 10 minutes de rab. Des exemples concrets. On teste une carte, elle a fonctionné sur les bancs de test, nickel. Et après, donc on dit, je l'ai expliqué tout à l'heure, on a plein de lecteurs et on va tester la carte biométrique sur tous ces lecteurs-là. Donc on le teste et sur un, ça fait cracher le lecteur. Le lecteur, il crache, il redémarre. On dit c'est quand même fou alors que la carte elle était censée fonctionner sans problème. Donc là, on fait des analyses un peu plus poussées. On a des types d'oscillos et on va pouvoir mettre un oscillo entre la carte et le lecteur et mesurer la consommation, le coût. Donc on a la tension du courant sur les périodes qui nous intéressent. Donc là, on avait mis sur le début. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des pics de consommation au tout début. Et on s'est dit, c'est étonnant. Alors, on regarde sur des cartes qui n'ont pas la partie biométrique, il n'y a pas ce genre de pic. On montre ça au client, on lui dit, c'est étonnant. Il dit, ah bah oui, c'est normal, parce que quand, à l'activation de la carte, nous, on fait un traitement sur notre module d'authentification. Et du coup, oui, ça consomme pas mal. Par contre, il dit, bah oui, mais on consomme, oui, et on est quand même réglo par rapport à ce qui est écrit dans les normes. Donc, on regarde, on prend le MV Book 1 de MVCO, oui, ok, c'est vrai que c'est étonnant, ok. Donc, du coup, c'est la faute à qui? Au terminal. Alors, on regarde le terminal, on dit pourquoi il cracherait? Est-ce qu'il a le droit? On va voir l'équipe qui teste les terminaux, on regarde dans les specs, et on s'est rendu compte, ah bah oui, maintenant dans les specs, le terminal, il y avait le droit aussi. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un petit trou dans les specs où le terminal, ce qui était demandé au terminal et ce qui était demandé à la carte, c'était possible qu'à un moment, la carte consomme d'une certaine façon qui fait planter le terminal parce que le terminal n'était pas censé accepter. Et du coup, il y avait comme un trou dans la spec. Et du coup, on est tombé dans ce problème. Et du coup, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un gros problème d'interopérabilité entre les deux. Et si on émet cette carte sur le terrain, il risque d'avoir des transactions qui ne vont pas passer. Et finalement, c'est de la faute à qui? Non, la carte, elle avait quand même respecté le plan test et le terminal aussi. C'est que les deux n'étaient pas. Il y avait un petit trou entre les deux. Donc, du coup, on a remonté ça aux autorités de certification. Et du coup, c'est très intéressant de voir. On a vu, du coup, des plans tests qui ont changé et des tests additionnels qui seront à faire pour maintenant. Ils ont changé la spec en disant non, on va rajouter des exigences sur la carte pour restreindre un peu plus la possibilité de la carte pour être sûr qu'elle rentre dans le cadre de tous les lecteurs qui sont déployés sur le terrain. Voilà, donc du coup, c'était un exemple concret où on se rend compte d'un problème et qu'on prévient un problème terrain grâce à des tests d'interopérabilité. Qu'est-ce qu'on peut...
regarde ce qu'on peut dire. Qu'est-ce que mon temps qui me reste. Ouais, je vais vous montrer un exemple de rapport. Ça, c'est un exemple de rapport qu'on fait. Donc, du coup, on ne voit pas bien, là, il faudrait zoomer. Donc, du coup, quand on fait des rapports, on va pouvoir, donc vous avez vu en cours sur la biométrie, on a des métriques comme les false rejection rate et false acceptance rate. Donc, du coup, on va faire ces tests-là, comme a dit Christophe, avec un panel. Donc là, on avait fait un test avec 123 personnes. Et du coup, on va pouvoir donner dans le rapport, du coup, les résultats. Et donc là, c'est un rapport pour FIDO-Alliance. Et dans ce cas-là, on donne la valeur dans un intervalle de confiance avec toute une méthode de bootstrapping qui permet de s'assurer du coup des résultats. C'est assez intéressant cette méthode de bootstrapping qu'ils utilisent. En tout cas, du coup, là, c'était un exemple de rapport que je voulais vous montrer. Et alors, on voit plein de choses aussi. On s'est rendu compte qu'il y a un impact fort sur de l'environnement sur les métriques. C'est pas parce qu'on a des bons taux en conditions laboratoires que sur le terrain, ça sera aussi bon. On a regardé pour voir quel pourrait être l'impact de l'environnement. Et ben, si on prend du facial, et ben, du coup, qu'on soit dehors ou en intérieur, ça va jouer énormément. Si on est sur l'empreinte digitale, par exemple, ça va être la taille du doigt, la surface du doigt qu'on va poser dessus. Si on n'est pas bien centré et qu'on n'est que sur un petit bout, l'impact sera grand aussi. Ça peut être aussi l'hygrométrie et la température. Si on est à Singapour et que c'est très humide et qu'on va essayer de s'authentifier, on n'aura pas du tout les mêmes faux rejets et fausses acceptances. Et du coup, vraiment, on appuie là-dessus pour dire aux clients, il y a les certifications laboratoires basiques et ça peut être intéressant de faire un service en plus en se disant, on va essayer de se mettre dans des conditions réelles terrain et de voir l'impact si les performances seront dégradées. Et dans ce cas-là, l'expérience utilisateur sera dégradée et finalement, il y aura un problème au déploiement. Et du coup, pour prévenir ces problèmes-là, on peut essayer de faire des évaluations sur l'impact des conditions environnementales. Alors, je mettais là, par exemple, des exemples. On voit vraiment les taux qui changent suivant si on le fait de façon nominale ou dans des environnements qui peuvent être dégradés. Et ce qui revient, alors, il y aurait plein de choses à dire, plein de choses fun, mais je vais vous parler deux secondes de ce qu'on fait dessus. Il y a des... Du coup, comme disait Christophe, on a deux chercheurs, deux doctorants à FIM, donc c'est Abda et Brice, et du coup, ils travaillent justement sur des services qu'on pourrait mettre en place pour aider les clients à connaître l'impact des biais qui pourraient exister, notamment sur le biais environnemental. Et donc, Abda, grâce à lui, on a des réseaux de neurones maintenant bien affûtés qui permettent d'évaluer la performance d'un système biométrique en simulant une dégradation sur les empreintes digitales par rapport à des conditions qui pourraient être très humides. Donc on peut se dire, on va simuler une condition à 90% d'humidité, tant de température. On a une base d'empreinte digitale qui va pouvoir être changée en une autre base qui va être modifiée. Et l'idée, c'est de refaire ensuite une évaluation et dire au client, vos taux de FRR, FR vont être dégradés si vous êtes à Singapour, ou alors non, votre algorithme de matcher résiste très bien à des changements de température. Voilà, donc c'est encore en train d'être en cours de recherche pour affiner les algorithmes. Et puis vraiment, le point fort, c'est pas de trouver une solution, c'est de qualifier cette solution pour prouver qu'elle fonctionne de façon optimale, comme si on avait mis des cartes dans des enceintes climatiques. Donc pour ça, on a des enceintes climatiques à Caen, au laboratoire, et on va pouvoir faire des tests. Et donc c'est Abda qui nous a fait faire ces tests-là, où on met nos mains il y a des petits trous dans l'enceinte climatique, on met les mains dans le capteur qui est dans l'enceinte, et du coup, dans l'enceinte, il fait soit 90% d'humidité, soit 0 degré, et puis on se gèle les mains quand on fait le test. Voilà. Mais du coup, l'idée, c'est d'avoir un réseau d'intelligence artificielle qui permet de simuler et de ne pas utiliser des humains pour faire ces tests-là. Alors, il y a Brice aussi qui travaille sur la partie comportementale. On voit avec la PSD2 qui arrive qu'il faudra 2 facteurs d'authentification pour certaines transactions. Et toutes les banques, Visa, Mastercard, et puis les banques et les réseaux de paiement veulent avoir ce qu'ils appellent le plus frictionless possible en termes de flow. Donc une expérience utilisateur où on n'est pas contraint et ça ne nous bloque pas.
Et donc, du coup, ils poussent pour avoir la biométrie comportementale d'implémenter. Par exemple, on pourrait dire, vous connaissez le fait que vous tapez quelque chose, on va dire la façon que vous l'avez fait, on vous a reconnu, c'est un facteur d'authentification, et du coup, on ne va pas vous en demander plus. Et du coup, Brice travaille sur comment on peut faire des évaluations et synthétiser peut-être je vous avais dit pour les empreintes digitales, on peut faire des faux doigts. Là, comment on va pouvoir faire des faux signaux? Est-ce que c'est possible de bypasser des signaux, d'en faire des faux, et comment on va gérer? Comment on va faire les calculs? Est-ce qu'on va demander à 100 personnes d'avoir un téléphone mobile dans sa poche pendant toute une journée pour faire l'évaluation? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un petit panel et simuler avec de l'intelligence artificielle des signaux comportementaux qui pourraient être très proches de ce qu'on aurait pu avoir avec des vraies personnes? Ça permettrait de réduire les temps de session, de réduire du coup les coûts pour les clients. Ce serait vraiment, vraiment intéressant. Et du coup, on a Brice qui travaille dessus. Et voilà, donc pour l'instant, oui, ça a bien avancé. On arrive à voir, on a des bases de données de signaux. Et là, si on prend un signal au hasard, on le met dans le petit moteur d'intelligence artificielle, ça nous dit, OK, j'ai reconnu, c'était la personne numéro 5. Donc on arrive à avoir des choses où on reconnaît les personnes et on peut voir avec une base de signaux en disant, tiens, ces signaux-là, ils ne sont pas normaux, ils sont un peu différents des autres. Peut-être que c'était une attaque, alors on est en train de travailler sur ces points-là. En tout cas, beaucoup de choses passionnantes sur la biométrie. Ça a l'air d'être vraiment poussé par le marché actuel. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, peut-être que dans vos prochains travaux, vous serez soit en train de développer des outils, des solutions pour la biométrie, de travailler dans des laboratoires, chez des autorités de certification, des banques, de faire du conseil. Donc, c'est possible que vous ayez de quoi travailler dans ce domaine. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des petites questions? J'ai dépassé déjà de 2 minutes le temps. Mais du coup, on a peut-être un peu plus, comme Christophe donnait 5 ou 10 minutes. Ce sera un plaisir de répondre aux questions si je peux. Ah oui, alors le panel, alors, on s'est dit, est-ce qu'on sous-traite ou est-ce qu'on sous-traite pas? On a essayé AFIM, bon, ça dépend du nombre de personnes. Certaines autorités nous demandent 65 en ce moment, certains, ça va être 123, d'autres 256. Il y a un moment, on ne peut plus gérer en interne. Et oui, on a trouvé de la sous-traitance. Et du coup, il y a des sociétés de panélistes qui existent, qui permettent de dire, OK, on peut vous trouver 200, 300 personnes avec les critères d'âge, de genre différents, tout ce que vous voulez, on peut vous les trouver. Et du coup, c'est très pratique. Et du coup, on a des partenaires comme ça qui sont alors, soit à Caen, soit aussi à Taïwan pour d'autres laboratoires, aussi un partenaire panéliste à Taïwan. Alors, est-ce qu'il y a encore une petite question? Je vois que Christophe est en train d'écrire. En tout cas, ah oui, alors, c'est très transversal le test, entre des aspects électroniques, matériaux, protocoles, dur d'avoir toutes ces compétences. Oui, du coup, alors, justement, c'est une très bonne remarque, et on essaye justement cette complexité d'en faire une force à FIM, en se disant, on a besoin de plein de compétences diverses, et on n'a personne qui a toutes ces compétences. Par contre, on peut avoir plusieurs équipes qui travaillent sur le sujet. Et aujourd'hui, au laboratoire, il y a des personnes qui sont experts en tout ce qui est radiofréquence,
qui font des tests NFC depuis des dizaines d'années. Et donc, du coup, ils vont être à même, quand on a des problèmes qui vont être liés à des couplages d'antennes et des consommations à cause de batteries ou de crypto-processeurs qui font du matching, bah, du coup, eux, ils vont être à même d'être dessus. Ensuite, sur ce qui est matériaux, bah, on a besoin de compétences de gens qui sont plus à même de fabriquer des faux doigts avec des matières. Et on pourrait trouver des matières vraiment très spécifiques. Donc là, ce serait intéressant de travailler aussi là-dessus. Et je me dis qu'à l'ENSICAN, c'est bien parce que vous avez plusieurs filières. Il y a des filières matériaux, chimie, il y a des filières électroniques, monétiques. Et donc, du coup, ça peut être... c'est bon pour le réseau. Donc, du coup, à FIM, on a plusieurs personnes qui viennent de l'ENSICAN. On a d'autres qui viennent d'autres milieux et qui ont ce type de compétences. En disant, certains sont plus électroniciens, d'autres développeurs. On a besoin de développeurs aussi. Quand on évalue des tests, des produits biométriques, des fois, on voit des boards arriver et on doit adapter en script Python des choses. Donc, il faut que des gens sachent développer. Donc, voilà, il faut vraiment un panel de compétences, en effet. Et du coup, l'avantage, c'est comme ça, on peut travailler tous en équipe. C'est intéressant.